Bonjour à tous, merci de nous rejoindre pour ce nouveau rendez-vous de l'info. Voici les titres plus que quelques heures avant le sommet Trump-Poutine. Pour la première fois depuis 2018, les présidents américains et russes se retrouvent pour négocier une éventuelle fin de la guerre en Ukraine. Nous serons en direct de New York avec notre correspondante Elisabeth Guedel. Il y a tout juste 4 ans, les talibans entraient dans Kaboul et reprenaient le pouvoir en Afghanistan. Aujourd'hui, le régime reste isolé, accusé par l'ONU et la CPI de violations graves des droits humains. Enfin, demain samedi, Léon XIV franchira la barre symbolique des 100 jours de pontificat. Pour revenir sur ses débuts, les gestes marquants et ce que cela laisse entrevoir pour la suite, nous retrouverons Nicolas Senez, journaliste à la Croix et ancien correspondant au Vatican. C'est le jour J. Donald Trump vient de quitter la Maison-Blanche et va recevoir Vladimir Poutine ce vendredi à Anchorage, en Alaska, pour tenter de trouver une issue à la guerre en Ukraine. Le sommet auquel Volodymyr Zelensky n'a pas été convié sera bien sûr scruté de très près, car depuis son retour à la présidence, Donald Trump a entretenu avec Vladimir Poutine des relations parfois tumultueuses. Les précisions de Florent Krebseg. C'est donc ici, à 7000 km de Moscou et à 7000 km de Washington, que les deux hommes vont se rencontrer pour s'entendre sur le sort de l'Ukraine. Un sommet sur ce territoire vendu par la Russie aux États-Unis en 1867. Dans cette base militaire, où l'atterrissage des deux avions présidentiels sera assuré dans une sécurité optimale, et dans des bâtiments à l'écart de toute manifestation éventuelle. Au Kremlin et à la Maison-Blanche, on l'assure, le programme de la rencontre et des discussions est totalement défini. Il ne manquait plus que les déclarations d'intention. Pour la première fois ce jeudi, devant la délégation en partance pour l'Alaska, Vladimir Poutine évoquait le sommet. L'administration américaine, comme chacun le sait, déploie des efforts très vigoureux et sincères pour mettre fin aux hostilités, sortir de la crise et parvenir à des accords qui servent les intérêts de toutes les parties impliquées dans ce conflit. Côté américain, quelques heures avant, la déclaration est moins mesurée. Y aura-t-il des conséquences si Vladimir Poutine n'accepte pas d'arrêter la guerre après votre rencontre ? Oui, il y en aura. Quelles seront les conséquences ? Je n'ai pas à le dire, des conséquences très sévères. Un échange à distance à l'image des rapports ces dernières années entre les deux chefs d'État, entre l'entente cordiale et de vrais moments de tension. Morceau choisi. C'est un honneur d'être avec vous, merci. Merci, monsieur. La position du président Trump sur la Crimée est bien connue. Il parle de l'annexion illégale de la Crimée. Nous avons un point de vue différent. Poutine nous raconte beaucoup de conneries. Il est tout le temps très gentil, mais cela ne veut rien dire. Une incertitude à l'image de la dernière déclaration de Donald Trump. Le président américain estime à 25% le risque d'échec de ce sommet d'Anchorage. Et pour parler de ce tête-à-tête entre Donald Trump et Vladimir Poutine, nous partons à présent à New York retrouver notre correspondante Elisabeth Guedel. Bonjour Elisabeth. La Russie ne fait aucune supposition sur l'issue de ce sommet, c'est ce qu'indique ce matin le chef de la diplomatie Sergei Lavrov. En revanche, Donald Trump reste très optimiste. Il juge à seulement 25% le risque d'échec. Est-ce qu'il a raison d'être aussi confiant ? Écoutez, pas évident pour Donald Trump de donner le juste ton avant cette rencontre historique. 25% de chances que ce soit un échec, une chance sur 4, ça laisse quand même 3 chances sur 4 que ce soit un succès selon Donald Trump. Alors même si le président américain a eu plutôt tendance à minimiser les attentes ces derniers jours, il espère par cette rencontre d'homme à homme obtenir ce qu'il n'a pas réussi à obtenir par téléphone depuis son retour à la Maison-Blanche, malgré la demi-douzaine de coups de fil avec son homologue russe. Eh bien que Vladimir Poutine arrête les combats et s'assoie à la table des négociations avec le président ukrainien Volodymyr Zelensky et qu'il s'assoie très vite à cette table. Mais pour le moment, le Kremlin n'a pas montré de signe que Vladimir Poutine est prêt au moindre compromis. Et Elisabeth, Donald Trump compte sur son tête-à-tête avec Vladimir Poutine, seul avec seulement leurs interprètes respectifs, pour convaincre son homologue russe.
Ah oui, il y aura d'abord cette poignée de main normalement entre les deux hommes. C'est un moment très important pour Donald Trump devant les caméras du monde entier. Et effectivement, vous l'avez dit, il va y avoir cette première réunion en face à face, un tête-à-tête. Pas de conseillers aux alentours, juste les traducteurs respectifs. Et c'est là que tout va se jouer. Chacun va tenter de convaincre l'autre. Et historiquement, Vladimir Poutine est plutôt bon, très fort à cet exercice. Puis, Donald Trump et Vladimir Poutine seront rejoints par leurs délégations respectives. Va y avoir les conseillers, les ministres proches, des discussions plus larges sur la sécurité, sur les relations bilatérales entre la Russie et les États-Unis. Et puis, il y aura cette conférence de presse commune et c'est là qu'on saura si Donald Trump a raison ou non d'être assez optimiste à l'issue de ce sommet. C'est là donc qu'on saura ce qu'a été la tonalité de cette rencontre entre les deux hommes. Merci Elisabeth Guedel pour ces précisions depuis New York. La Corée du Nord, vous le savez, soutient la Russie dans sa guerre en Ukraine. Elle lui fournit des missiles, des munitions, des soldats, mais aussi de la main-d'œuvre pas chère. Selon la BBC, il serait des milliers de Nord-Coréens envoyés en Russie pour y travailler dans des conditions proches de l'esclavage. Jonas Dunkel. C'est un lieu tenu secret en Corée du Sud. Des ouvriers nord-coréens témoignent de conditions de travail inhumaines sur des chantiers russes et de la surveillance constante dont ils font l'objet. Une journaliste de la BBC a pu les rencontrer. J'avais l'impression d'être dans un camp de travail, une prison sans barreaux. Chaque matin, j'avais peur en me réveillant. Les autres travailleurs nous disaient « Vous n'êtes que des esclaves pour Kim Jong-un. Vous n'êtes pas des hommes. Vous n'êtes que des machines qui parlent. » 50 000 travailleurs nord-coréens pourraient être envoyés cette année sur des chantiers russes de grande ampleur comme celui-ci. Une grande partie de leur salaire serait directement reversée à l'État nord-coréen. Les travailleurs eux-mêmes ne recevraient, dans le meilleur des cas, qu'un salaire de misère. La Russie a plus que jamais besoin de travailleurs étrangers. La présence de cette main-d'œuvre sera probablement un héritage durable de cette guerre. C'est l'offensive russe en Ukraine qui a rapproché les deux dictateurs. La Corée du Nord soutient la Russie en lui fournissant des munitions et des missiles balistiques. Des débris de ces armes auraient été trouvés à Kharkiv. En plus de cela, plus de 10 000 soldats nord-coréens auraient déjà été envoyés dans la région de Koursk. Parmi eux, beaucoup seraient partis au front, se battre contre l'armée ukrainienne. Et ils paient un lourd tribut car la moitié d'entre eux auraient été tués ou blessés, selon les services secrets britanniques. Pour Kim Jong-un, c'est comme s'ils étaient morts pour la Corée du Nord. Les médias d'État ont mis en scène le rapatriement des soldats tombés au combat fin juin lors d'un gala patriotique. En contrepartie, Pyongyang recevrait de Moscou une aide financière et une assistance pour la modernisation de son armée. Des violences entre manifestants et partisans du président nationaliste Aleksandar Vučić ont éclaté jeudi pour le deuxième soir de suite en Serbie. Les deux camps s'accusent de chercher à envenimer la crise politique qui secoue le pays depuis des mois. Image commentée par Clara De Antoni. Gaz lacrymogène, jets de projectiles. En Serbie, de nouvelles mobilisations se sont déroulées ce jeudi soir pour demander la démission du gouvernement et la tenue d'élections anticipées. Une deuxième nuit d'affrontements et de heurts avec les forces de l'ordre, au cours de laquelle 37 manifestants ont été arrêtés et 42 policiers blessés. Voilà plusieurs mois que les Serbes manifestent régulièrement, mais ces rassemblements étaient jusqu'ici restés pacifiques. Je pense que la situation s'aggrave et qu'ils ne s'attendaient peut-être pas à autant de résistance, à autant d'énergie au milieu du mois d'août, ce qui peut être un très mauvais signe pour eux. À Novi Sad, l'épicentre de la contestation, plusieurs locaux du Parti progressiste serbe, le parti au pouvoir, ont été saccagés. La police a été attaquée massivement. Il s'agissait d'une attaque brutale. Je dois dire que nous n'avons pas vu d'attaque aussi importante contre la police depuis de nombreuses années. C'est dans cette ville, à une centaine de kilomètres de la capitale Belgrade, qu'est née la protestation. En novembre 2024, le toit de la gare ferroviaire s'était effondré. L'accident avait causé la mort de 16 personnes et a rapidement été imputé à la corruption du gouvernement. Le président de la République, de son côté, accuse les manifestants de vouloir conduire le pays à une guerre civile.
En bref, au Mali, on apprend que les autorités ont arrêté un ressortissant français soupçonné de travailler pour le service de renseignement français. Elles accusent des États étrangers d'être derrière une tentative de déstabilisation des